Europe 1. Il est 8h15. Patrick Cohen, vous recevez ce matin la ministre des Solidarités et de la Santé. Bonjour Agnès Buzyn. Bonjour. Je vous présente un confrère, enfin il n'est pas ministre, mais il est docteur, c'est Gérald Kierzek qui viendra vous interpeller en cours d'entretien sur l'hôpital qui est l'un de vos grands sujets cette année. Lactalis d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire quel est le bilan sanitaire? Est-ce que d'autres cas de contamination à la salmonelle vous ont été signalés depuis décembre? Alors, il y a eu des cas déclarés d'infection gastro-intestinale et à ce jour, les salmonelles n'ont pas été retrouvées dans le tube digestif de ces enfants. Donc, à ma connaissance aujourd'hui, les derniers cas signalés vraiment liés à la contamination datent de début décembre. Mais les parents doivent être vigilants avec les produits qui sont stockés chez eux. Absolument, et dès qu'un cas de gastro-entérite survient, il faut aller voir son médecin, faire des prélèvements, et les souches, évidemment, si on retrouve une bactérie, les souches sont examinées pour vérifier s'il s'agit de la fameuse salmonelle incriminée. On a appris que les responsabilités ne sont pas seulement celles du fabricant et des grandes surfaces, on a appris que les pharmaciens et les hôpitaux, des pharmaciens, des hôpitaux, 2 hôpitaux, 44 pharmaciens n'ont pas renvoyé les lots suspects malgré le rappel. Comment l'expliquez-vous? Alors on est en train de faire une enquête, donc j'ai des remontées des agences régionales de santé concernant les hôpitaux incriminés. Alors les raisons sont assez variées. Visiblement les circuits d'achat dans certains hôpitaux peuvent se faire soit par la cantine, soit par la pharmacie. Donc on est en train de faire un retour d'expérience parce que c'est incompréhensible vu le nombre d'alertes qu'ont reçu les établissements de santé, le nombre d'alertes qu'ont reçu les pharmacies à partir du Conseil national de l'ordre des pharmaciens. Plusieurs alertes ont été envoyées sur les logiciels de métier des pharmaciens. Donc c'est incompréhensible et c'est totalement de la responsabilité soit de ces établissements, soit des pharmaciens. Alors je rappelle qu'il y a 20 000 pharmaciens en France et qu'aujourd'hui 44 pharmacies semblent avoir été défaillantes. C'est pas la qualité ou la lisibilité des alertes. Elles sont parfaitement claires et elles doivent être lues et interprétées immédiatement à la fois par les pharmaciens et puis aussi dans les hôpitaux par les pharmacies centrales. Oui. Ah oui, les alertes sont plus que claires. Chaque lot est détaillé. C'est ce qu'on appelle alerte de la DGS, ce sont des alertes sanitaires graves et tout le monde les comprend. Quand on est un professionnel de santé, on ne peut pas se tromper sur la nature du risque. Votre regard sur cette affaire comme responsable de santé publique, Agnès Buzyn, c'est une affaire grave? J'ai deux remarques. D'abord, notre système d'alerte sanitaire a fonctionné puisque nous avons été capables sur les 8 premiers cas d'enfants contaminés en France de repérer qu'une salmonelle était en cause, de remonter le fil et de trouver la cause de la contamination. À partir de l'alerte d'une cliente. Donc c'est clairement un système de surveillance sanitaire qui fonctionne en France. Par contre, là où on est extrêmement inquiet, c'est effectivement le fait que les gens ne prennent pas suffisamment conscience du risque sanitaire dans les retraits de l'eau, qui est totalement de la responsabilité de chacun. Et les gens sont exposés à des peines graves, des peines pénales, des amendes, et donc je pense qu'il faudra faire un retour d'expérience sur cette partie-là de l'alerte, c'est-à-dire le retrait. Donc il y aura des suites, je l'ai rappelé, une enquête est ouverte. Une enquête est ouverte et nous verrons les responsabilités de chacun. En tous les cas, en termes d'alerte, nous n'avons pas pu être plus clairs que ce que nous avons fait depuis le 2 décembre. Mais votre conviction, c'est qu'il y a une faute lourde du fabricant de Lactalis? Ah, je crains que nous trouvions des choses étonnantes chez Lactalis parce que... étonnante, c'est-à-dire? On sent il y a eu une forme de résistance, nous le sentons dans les retraits de l'eau. Nous avons eu 3 vagues de retraits de l'eau successifs, ce qui a compliqué aussi le traitement de cette information par les distributeurs. C'est-à-dire qu'on a d'abord incriminé 2 marques, puis plusieurs autres. Et donc tout au long du mois de décembre, il y a une sorte d'événement continu qui a compliqué, je pense, la tâche des distributeurs. Avec une prise de parole de Lactalis qui est venue seulement hier soir. Absolument, très récemment. Donc nous verrons, il y a une enquête en cours, mais les services de l'État ont fait leur travail. Quelques mots, Agnès Buzyn, sur l'épidémie de grippe qui a été précoce, qui a saturé les hôpitaux et qui a fait cette année des victimes plus que d'habitude chez les jeunes. Absolument, c'est une épidémie très sévère, notamment chez les jeunes parce que c'est un virus qui avait déjà circulé il y a quelques années et donc les personnes les plus âgées avaient été en contact avec ce virus, s'étaient immunisées, donc
il y avait une forme de protection chez les gens les plus âgés. Les jeunes, par contre, qui ne sont pas amenés à se vacciner généralement et qui n'ont jamais rencontré cette souche de virus, ont été très atteints. Et donc, ça doit nous rappeler que le vaccin est quand même la meilleure arme aujourd'hui contre la grippe, qu'il existe un vaccin, qu'il est efficace contre la souche qui circule aujourd'hui, mais que simplement cette population, et la population française globalement se vaccine peu, nous le savons, et donc ça doit être une alerte supplémentaire. Les vaccins, puisque vous en parlez, vous avez gagné le combat, celui des 11 vaccins obligatoires, mais pas la bataille de l'opinion. Quand vous voyez dans un sondage sur les théories du complot qu'une majorité de Français pensent que vous avez partie liée avec l'industrie pharmaceutique pour masquer la nocivité des vaccins, qu'est-ce que vous dites, Agnès Buzyn ? Bon, d'abord, c'est très triste. La théorie du complot, elle est triste, je dirais, pour mon ministère, elle est triste pour l'information. C'est mon combat. Mon combat pour la rationalité scientifique. Voilà, le rationnel scientifique, les faits, lutter contre les fausses informations, mais je pense que c'est le combat du siècle. Ce n'est pas juste mon combat à moi, c'est le combat du siècle. Le président de la République l'a dit, de fausses informations circulent au moment des élections et peuvent jouer sur une élection. On l'a vu aux États-Unis, on l'a vu pendant le Brexit. Donc, il y a un sujet, et je pense qu'il faut maintenant, à l'école, que nos jeunes connaissent la théorie du complot et soient capables de la critiquer. Car l'enjeu, c'est vraiment chez les moins de 25 ans. Vous avez le sentiment que l'obscurantisme progresse dans nos sociétés ? Je ne suis pas la seule, mais en science notamment, je pense que nous avons une faible culture scientifique et nous ne sommes plus capables de reconnaître le sentiment, les impressions d'un fait scientifique, et ça va être un combat pour les années à venir. L'hôpital, la situation de l'hôpital, la réforme du financement, c'est l'un de vos grands sujets cette année. Gérald Kierzet est face à vous. C'est à vous, Gérald. Madame la ministre, bonjour. Chers consoeurs, devrais-je dire, parce que vous êtes médecin, vous avez ces derniers mois posé le bon diagnostic. Je crois qu'on est tous derrière vous et on avait besoin de ce bon diagnostic sur le système de santé qui est quand même extrêmement malade. Vous avez dit stop à l'hôpital-entreprise notamment. Je suis médecin hospitalier et nous sommes soumis à des gestionnaires, que ce soit à l'hôpital, que ce soit en médecine de ville, qui ne parlent que de rentabilité des soins, de soins à la chaîne, de chronométrage des déplacements des infirmières par exemple. Quand allez-vous stopper cela et redonner finalement aux soignants cette possibilité, cette liberté de soigner sereinement à l'hôpital, en ville, sans cette pression administrative qui est terrible. On l'a encore entendu dans le témoignage à 8h d'une jeune infirmière en Ardèche. Il est clair qu'aujourd'hui, à cause des réformes successives qu'a subi l'hôpital depuis 15 ans, les soignants ont perdu le sens de leur mission et sont soumis effectivement à des pressions budgétaires sans qu'on leur explique en fait le sens de leur travail, et je crois que c'est très très démoralisant. Des annonces vont être faites, car je tiens absolument à ce que notre hôpital public retrouve sa place dans le système de santé français. C'est un merveilleux outil, avec des compétences, avec des gens extrêmement investis, des engagements. Mais pour cela, il faut qu'on arrive à transformer le modèle de financement de l'hôpital pour que ce ne soit pas uniquement un financement qui pousse à une activité démesurée. Pour que ça ne fonctionne plus comme une entreprise, absolument, ce qui est le cas aujourd'hui. Il faut qu'on valorise la compétence particulière des hôpitaux, l'enseignement, la recherche, la capacité à faire de la bonne médecine, la qualité des soins. Et donc ça nécessite... Quand et comment ? Alors, des annonces vont être faites. C'est très compliqué techniquement. Il ne faut pas sous-estimer la difficulté technique, parce que quand je suis arrivée dans mon ministère, aucun modèle alternatif n'avait été travaillé. Donc il n'y a dans les tiroirs aujourd'hui aucun modèle alternatif. Or, le système de financement actuel, il a été construit sur plusieurs années. Donc vous imaginez l'ampleur de la tâche. Je vais avoir besoin d'équipes très structurées pour inventer un nouveau modèle de financement de l'hôpital. Et un rôle capital, si je puis me permettre, des professionnels de santé, parce que quand vous parlez de pertinence des soins, quel bon examen, quel scanner faire, etc., c'est capital bien sûr, mais qui peut décider du bon examen ? C'est le professionnel de santé. Or, on voit bien que la gouvernance actuellement, qui gouverne dans les hôpitaux, c'est plutôt des gens qui n'ont pas de compétences médicales. Donc c'est remettre les professionnels de santé au cœur de la décision médicale. Vous avez absolument raison. Je pense que tout cela ne pourra pas se faire sans un investissement important des professionnels de santé à mes côtés pour transformer l'hôpital et pour qualifier les bonnes pratiques de façon à les valoriser. Et ces professionnels de santé ne se sentent pas bien traités. On a entendu cette jeune infirmière tout à l'heure dans le journal de 8h. On a aussi eu beaucoup d'appels. Vous le savez, Agnès Buzyn, vous connaissez la réponse. Vous savez combien d'années d'études permet de former un orthophoniste et quel est son niveau de salaire à l'hôpital ? Alors aujourd'hui, une réflexion est en cours sur les orthophonistes. J'ai été alertée effectivement à mon arrivée. Il y a une réflexion de toute façon sur les... Je vais donner la réponse pour les auditeurs.
c'est 4 années d'études, 5 bientôt puisque à la prochaine promotion, et c'est en gros c'est le SMIC pour un débutant, 1350 € net, et après 25 ans de carrière c'est 2000 € net. Nous sommes déjà en train de travailler sur la revalorisation des salaires, donc le travail est en cours et je veux tout à fait rassurer les orthophonistes sur le fait que nous avons identifié ce problème, et de toute façon je crois qu'il faut revaloriser un certain nombre de professions au sein de l'hôpital public, donc tout cela fait partie de la réflexion générale. Et en dehors des orthophonistes ? Les autres professions ? Nous avons beaucoup de professionnels. Nous avons beaucoup de professionnels également dans les EHPAD, des aides-soignantes qui font un travail remarquable. Donc je crois qu'il faut qu'on arrive à redonner espoir à nos soignants, et ça va être le travail des années à venir, avec un budget qui est quand même contraint. Donc les Français le savent, ce sont nos impôts qui payent ces salaires. Donc nous devons trouver le bon équilibre pour redonner de l'espoir, redonner du sens et revaloriser ce qui doit être revalorisé. Oui, mais les besoins de santé, eux, ne diminuent pas, et il manque des professionnels dans certains secteurs. C'est le cas des orthophonistes notamment. Il faut des mois pour obtenir un rendez-vous. Vous avez vu ressurgir ce débat sur le numerus clausus, ces milliers de recalés dès la première année de médecine, hein, c'est 80% de taux d'échec qui provoquent des milliers de jeunes étudiants qui partent à l'étranger faire leurs études de médecine. Est-ce qu'il faut remettre en cause ce système ou mettre fin carrément au numerus clausus, Agnès Buzyn ? Alors, peut-être pour être très clair, quand on parle du numerus clausus, aujourd'hui, on en parle quand on parle des déserts médicaux, en disant qu'il suffirait d'augmenter le nombre de médecins formés pour régler le problème des déserts médicaux. Malheureusement, ceci n'est pas vrai, c'est-à-dire que ce nombre de médecins formés a doublé entre les années 90 et maintenant, et donc aujourd'hui, ces médecins vont sortir de la faculté de médecine en 2025, et nous allons retrouver un nombre important de médecins à partir de 2025. Donc le travail sur l'ouverture du numerus clausus a déjà été fait il y a une dizaine d'années, et les fruits, et ça va porter ses fruits dans les années qui viennent. Par contre, il y a un enjeu qui est effectivement de mieux sélectionner nos médecins, de mieux les former, et donc ce travail sur la formation médicale et sur le concours d'entrée doit être fait, et c'est quelque chose que j'annoncerai également dans l'année 2018. Mais sur le numerus clausus lui-même, vous considérez que le débat est clos ? Non, le débat n'est pas clos. Nous travaillons sur la formation médicale, et donc nous travaillons sur le concours d'entrée en médecine. Il faut plus de passerelles, il faut des médecins qui viennent d'autres formations, qui ne soient pas uniquement formés par les maths et la physique. Je crois qu'il faut d'autres choses pour être un médecin, et donc ce travail est en cours. Mais je veux en fait quelque part dire, notamment aux élus, aux citoyens, la réforme du numerus clausus n'est pas la réponse aujourd'hui aux déserts médicaux, c'est un autre problème. Le dernier mot au chroniqueur santé d'Europe 1, Gérald Kierzek. Ouais, sur le numerus clausus, l'idée c'est pas de descendre non plus en termes de qualité, de niveau qualitatif, et d'augmenter massivement, et tout le monde peut faire médecine. Et vous avez tout à fait raison de dire que l'entrée, ça ne veut pas dire que parce qu'on a plus de médecins qui arrivent, à la sortie, ils s'installeront pas forcément dans ces déserts médicaux. Je crois qu'au-delà de l'attractivité financière, ce qui est important, c'est l'attractivité tout court en termes de qualité, et redonner vraiment ce pouvoir de soigner au-delà de l'argent. Agnès Buzyn. Pas mieux. Merci. Merci Agnès Buzyn, ministre de la Santé, d'être venue ce matin en direct au micro d'Europe 1. Europe 1.